Bonjour à tous, bonjour à toutes. Mon invité du jour est Hassani Assouma, critique politiste, formateur des formateurs, juriste publiciste, directeur général de KD International Group, opérant dans plusieurs États ouest-africains. Eh bien, dans politique géopolitique, nous partirons de la situation dans la sous-région à la gouvernance au Bénin. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Bonjour madame Bliss. Alors, des coups d'État en Afrique, finalement, d'où sommes-nous partis pour en arriver là? Pour parler des coups d'État en Afrique, il faut parler de l'échec de la démocratie que nous tardons à constater, malheureusement. Parce que les coups d'État sont une réponse unanime à la dictature de la démocratie. Ça semble un peu contradictoire, mais vous savez, la démocratie telle qu'on l'a héritée de la fin des passes des années 90, était telle que la minorité dirigeante n'est pas forcément la minorité légitime. Pas forcément la minorité légitime. C'est-à-dire, expliquez-nous. Les bases même de notre démocratie aujourd'hui sont purement monétaires. C'est de l'argent, c'est du matériel. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus vendre des idées aux gens. Et ceux qui sont là, c'est des gens qui sont à la tête des secteurs économiques donnés, donc, qui sont remplis d'argent et qui ne vendent pas forcément des idées, mais qui achètent la conscience même politique des électeurs et qui, une fois au pouvoir, sont dans une démarche de retour sur investissement, parce qu'il faut un investissement. Et du coup, c'est de la prévarication. Mais vous remettez en cause là le mode électoral dans nos gouvernances, finalement. Tout à fait. L'échec même de la démocratie était constaté dès le départ. Vous imaginez, il faut juste avoir des moyens pour se retrouver. Et quand on est là, on se renforce davantage. Vous prenez le cas du Bénin, par exemple, où carrément, imaginez en 2016, c'est vrai que quand nous prenons tous les ingrédients qui ont contribué à l'élection de notre président de la République, Patrice Talon, il n'y a pas à remarquer, il n'y a pas à démontrer qu'il était le plus intelligent ou le plus politique des candidats. Mais il était un des plus riches. L'argent a parlé. D'accord? Et une fois au pouvoir, est-ce qu'il était doté des outils nécessaires pour une gouvernance à la tête d'un pays? C'est des questions qu'il faut pouvoir se poser. Et ça c'est à l'échelle du Bénin. Tous les États pratiquement ouest-africains ou tous les États francophones qui ont abordé cette approche politique sont quasiment dans le même cas. Si vous n'avez pas d'argent, vous n'allez pas aux élections. Vous voyez, même que la condition de la caution au présidentiel suffit à conclure qu'il faut avoir de l'argent pour être candidat. Mais une fois maintenant au pouvoir, encore que ça reste encore un moindre événement, mais une fois au pouvoir, qu'est-ce qui contribue, qu'est-ce qui amène aujourd'hui à l'épidémie de coup d'État que nous constatons? C'est tout simplement que la gouvernance n'est pas en adéquation avec les aspirations du peuple. Normalement, quand il y a un coup d'État, il faut s'attendre à ce que l'électeur qui a élu son président et que le militaire vient déposer se soulève. Mais pourquoi est-ce que les mêmes électeurs qui sont allés aux urnes pour élire le président de la République viennent acclamer? Il faut se poser des questions. Il y a forcément une certaine dichotomie entre le système d'information en place, c'est-à-dire né de la démocratie, hein, et les réelles aspirations du peuple. C'est là où il faut aller chercher. Donc pour moi, oui, absolument, les coups d'État aujourd'hui sont une réponse normale, hein, à l'échec de la démocratie. Alors, pour en venir à la réalité, finalement, de tous les coups d'État qu'il y a eu, nous avons tout dernièrement, nous avons assisté au coup d'État au Niger qui semble être une grosse problématique pour la sous-région avec les agissements de la CEDEAO. Est-ce qu'on en parle? Oui, le coup d'État au Niger a la particularité de qu'il s'agit du Niger et que l'Occident, nous découvrons aujourd'hui
avec ce coup d'État que l'Occident est très présent au Niger. Les Américains ont une base militaire au Niger. Les Français ont une base militaire au Niger. Les Allemands, je crois, aussi ont une base au Niger. Il y a plein de pays occidentaux qui ont un intérêt sérieux au Niger. Les Russes s'en mêlent, à raison. Il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'un pays désertique suscite autant d'attention, d'intérêt. Et moi, je dis, de ma position, il n'y a pas que le gaz, le pétrole et l'uranium. Il y a autre chose, forcément. Il y a autre chose. Et c'est justement là où nous ne faisons pas l'effort de réfléchir davantage. Si ce n'est que le gaz, l'uranium et le pétrole, ça ne suffit pas pour qu'il y ait autant d'intérêt, autant d'engouement autour du Niger. Nous avons connu le Mali, nous avons vu le Mali, un pays riche en or et en bien d'autres minéraux. Nous avons vu le Burkina Faso, qui n'est pas moins stratégique. Nous avons vu en Guinée, avec Alpha Condé, le président des Français. Mais pourquoi est-ce qu'au Niger, il y a autant de remous? Pourquoi est-ce qu'au Niger, il y a autant de problèmes? Je pense que la situation du Niger en est pour beaucoup. La situation géographique du Niger en est pour beaucoup. Le Sahara au-dessus du Niger est à contrôler. Et c'est pour cela que je ne vois pas pourquoi est-ce que la CEDEAO s'intéresse tout particulièrement à la question du Niger. La France, nous savons que la France ponctionne de l'uranium au Niger et l'énergie électrique de la France dépend de la capacité du Niger à lui produire, à lui fournir de l'uranium. Nous savons qu'il y a cette histoire de pipeline pétrolier entre la Chine, le Niger, le Nigeria et le Bénin qui suscite autant d'intérêt. Mais pourquoi un acharnement qui se trouve bizarrement, qui invite bizarrement les pays comme les États-Unis et bien d'autres autour? Moi, je pense que la situation géographique du Niger, celui qui contrôle le Niger en matière d'armement, et c'est tout l'intérêt géopolitique de la question, contrôle le monde. Alors, nous avons tous suivi les options de la CEDEAO. Que pensez-vous finalement? Il y a eu des sanctions de part et d'autre et il est prévu une intervention militaire. Qu'en dites-vous? Non, c'est une option purement farfelue. Faut pas se mentir, il n'y aura pas d'intervention militaire de la CEDEAO au Niger. Auquel cas, on aura eu à la tête de nos pays des fous. Les pays limitrophes du Niger aujourd'hui n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une intervention militaire, une intervention armée au Niger. Vous prenez un pays comme le Nigeria, avec plus de 1000 km avec plus de 1000 km de frontières, vous pensez que le Nigeria voudra agresser le Niger, voudra faire une intervention militaire au Niger? Je ne crois pas. Vous prenez un pays comme le Bénin. Heureusement que les frontières entre le Bénin et le Niger sont bien bornées par un fleuve et qu'il n'y a qu'un pont réel qui donne accès aux deux pays. Ça va être vite maîtrisé, à mon avis. Mais s'il y avait une intervention militaire au Niger qui passe par le Bénin, franchement, il y aura des problèmes. L'intervention va peut-être passer, d'accord? Mais les effets induits de cette agression, de cette intervention, vont tenir sur beaucoup d'années. Parce que nous avons la faiblesse de ne pas tenir compte de la sociologie, de l'histoire des pays quand nous prenons des décisions. Et nos chefs d'État ne sont pas en dehors de ce chemin-là, malheureusement. Parce que rien qu'à déclarer qu'on veut faire une guerre au Niger est déjà un acte de guerre, est déjà un acte complètement irréfléchi. Quand on prend l'histoire des deux pays, quand on prend la proximité des deux pays, quand on prend l'interdépendance des deux pays, on ne peut pas, c'est déjà une guerre. Nous sommes Ce que vous dites, c'est qu'en termes de faisabilité, en termes d'impact sur la communauté et sur la région, c'est quasi impossible. Non, en termes de faisabilité, c'est impossible. Okay. Impossible parce que je ne vois pas combien de militaires courageux béninois
ou Est-Africains voudront aller se donner en rôti au Niger. Le Niger, c'est un grand pays. Il faut en tenir compte. Le Niger, c'est un pays, c'est un désert. C'est du désert. Le Niger, c'est des recoins. Et vous allez agresser des militaires. Je ne suis pas militaire, je n'ai jamais été militaire déjà. Et je me demande, de façon logique, hein, peut-être que les militaires de mon pays, de nos pays, n'ont pas pensé à la question, mais combien de militaires sont capables d'aller agresser déjà un pays sur son territoire? Déjà, ça c'est la première question. Et le Niger, qui a été habitué à des conditions dures de combat, les nôtres sont formés pour aller combattre le Niger sur le sol nigérien, mais franchement, et quand on aura fini de faire ça, je suis toujours dans le volet de faisabilité, quand on aura même fini de tenter cela, mais ce qui va se passer, ça va être un carnage pour nos soldats. Et j'espère que si les présidents de la CEDEAO s'entêtent et qu'ils veulent vraiment intervenir au Niger, ils s'apprêteront à acheter beaucoup plus de housses mortuaires que de munitions, parce que les Nigériens vont nous décimer. Maintenant, les effets induits d'une telle intervention, ça va être sur des décennies déjà. Il y aura une crise de confiance entre le Niger et le Bénin. Déjà, en termes d'effets induits économiques. Les Nigériens ne voudront plus rien faire avec nous de façon sérieuse, déjà. Et je pense qu'il faut en tenir compte. De là à ce que demain, qu'il y ait un deal, ou du moins une communauté qui se crée entre le Burkina Faso, le Niger et le Togo, pour faire entrer au Niger des produits qui viennent par mer dont a besoin le Niger, mais il n'y aura qu'un pas. Donc économiquement déjà, il y aura déjà un problème. C'est un suicide. Hein? Et aujourd'hui, regardez un peu le port béninois. Le port béninois, s'il tourne ne serait-ce qu'à 30% de régime, de plein régime, que pour le Niger, c'est 30% de moins pour l'économie béninoise. Et je crois qu'il faut en tenir compte. Ça, c'est les effets induits. Et maintenant, regardez le Niger, l'histoire du Niger, la sociologie nigérienne et la sociologie béninoise. Regardez les deux nords des deux pays, c'est deux peuples confondus. Vous imaginez? Et ces peuples-là vont se regarder en chine de faïence pendant plusieurs décennies. Parce que la guerre, c'est d'abord la mort. Hein. Il y aura des morts militaires de part et d'autre, mais il y aura aussi des morts civiles, des dégâts collatéraux, des dégâts collatéraux, il y en aura. D'accord? Et une fois cela passé, c'est sur des décennies qu'il faudra penser ces plaies. Est-ce que économiquement aujourd'hui, nous avons les ressources pour penser ces plaies, si ça devait venir? Vous êtes directeur général de KD International Group, opérant dans plusieurs pays de la sous-région, et j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que déjà, rien que le spectre de cette intervention militaire induit déjà des effets au niveau des communautés, est-ce que ça induit des tensions sociales? Est-ce que vous le percevez d'un pays à un autre? Oui, absolument. Pas que le Bénin et le Niger. Oui, mais absolument. Déjà, qu'on prévienne de l'éventualité d'une agression armée, je l'appelle comme ça, hein, peut-être par abus, mais qu'on prévienne déjà de l'éventualité, de la possibilité d'une intervention armée, pose à mon sens déjà beaucoup de problèmes. C'est que déjà, il y a une tension qui naît, même déjà au niveau des personnes, au niveau des individus. Aujourd'hui, un Nigérien, j'imagine mal un Nigérien se sentir à l'aise, par exemple en Côte d'Ivoire, après l'intervention, après le speech du président Alassane Ouattara. C'est pareil pour le Bénin. Comment est-ce qu'aujourd'hui le Nigérien pourrait se sentir en présence du Béninois, sachant que le président béninois a menacé d'intervenir militairement au Niger? Et je dis, c'est le vivre ensemble qui est compromis. Et le vivre ensemble devrait en principe être le leitmotiv de la CEDEAO. Mais c'est fortement compromis. Cela ne se quantifie pas facilement, cela ne se quantifie pas, et cela n'est pas tangible. Hein?
Mais c'est des réalités intangibles assez fortes qui pèsent pour beaucoup dans le développement économique. Puisqu'on sait que cette intervention militaire de la CEDEAO est quasiment sous l'égide des puissances occidentales, dont notamment la France, est-ce que vous pensez que les conséquences seront plus dramatiques et quels sont les risques que les autres pays de la sous-région encourent dans tout ça? Non, je crois, à mon sens, que la France ne sera même pas à intervenir sous l'égide de la CEDEAO, encore que c'est la seule possibilité aujourd'hui pour qu'il y ait intervention militaire au Niger. La France ne sera pas. La France ne sera pas parce que déjà elle est très mal en point. Faut pas mettre de côté la crise ukrainienne. Hein. La France s'est complètement embourbée dans la crise ukrainienne, donc est sur un théâtre psychologique assez fort, déjà au niveau de l'Ukraine. Et une intervention prouvée, même sous l'égide de la CEDEAO, de la France au Niger, finira de l'enterrer complètement. La politique extérieure de la France prendra forcément un coup. Et pour ce qui est des autres pays qui pourraient éventuellement servir de passerelle entre la France et le Niger dans le cadre de cette intervention, la conséquence sera dramatique, forcément. Et les amis du Niger seront forcément nos ennemis, alors que nos ennemis ne seront pas forcément les ennemis du Niger. Et il va falloir que nos présidents en tiennent compte. Vous prenez par exemple l'intervention, vous prenez par exemple le Niger, le Togo, j'allais dire. Le Togo fait membre de la CEDEAO. La CEDEAO a d'ailleurs un grand bureau au Togo, à Lomé. Et pourtant, le Togo s'abstient bien, fait des déclarations tonitruantes autour de la question. Et jusqu'à ce jour, je ne comprends vraiment pas l'intérêt que le Bénin a à aller à plein régime sur la question. Moi, je pense que le minimum de communication autour de la question aurait été profitable à notre pays et au Bénin. Parce que, de vous à moi, est-ce qu'aujourd'hui, le Bénin a les ressources économiques nécessaires pour se séparer définitivement du Niger? Je crois que non. Il y a, à la suite de ces coups d'État, ce qu'il faut constater, le retour des régimes militaires à la tête de nos États. Ma question est peut-être simpliste, mais est-ce que véritablement c'est ce qu'on veut? Non, de façon logique, personne ne veut en réalité d'un retour des militaires au pouvoir. Quelles conséquences ça engendre? Oui, forcément. Oui, pour nos États. Non, personne ne veut réellement le retour des militaires aux affaires. Parce que les militaires, quand ils viennent, ils ne partent pas. Hein. Et les militaires, c'est pas évident qu'ils fassent mieux. Les civils ont fait déjà, on sait qu'ils ont échoué. Les militaires n'ont pas encore fait, on ne sait pas ce qu'ils feront. D'accord? Mais aujourd'hui, le désespoir et le désarroi sont les ingrédients qui œuvrent pour la légitimation des coups d'État dans les pays africains francophones. Parce que le mode de désignation, comme je l'ai dit au début de cette intervention, le mode de désignation des présidents de la République est complètement biaisé, il est complètement compromis, et mieux, complètement corrompu. Alors, c'est en désespoir de cause que les populations trouvent en une intervention militaire le salut, qui logiquement en politique, ne peut pas être une référence. Ça, il faut en tenir compte. Mais ça marque combien les politiques ont échoué. Ça marque combien les politiques n'ont plus rien à vendre. Et c'est ça qu'il convient de soulever ici. Donc, il faut voir au-delà de l'intervention des militaires, il faut voir au-delà des affres de cette intervention et régler le véritable problème, qui est le problème de la démocratie, qui est le problème de la gouvernance au niveau de ces pays-là. Vous voyez, les coups d'État, comme vous regardez même les réactions
de la CEDEAO, de l'Occident par rapport au coup d'État, c'est des réactions diversement appréciables et complètement diverses, effectivement. Parce que les réactions autour du coup d'État de Condé n'ont pas été les mêmes qu'avec le coup d'État d'Ibeka, encore différent de celui de Bazoum. Et le pompon, aujourd'hui, c'est le coup d'État qui est intervenu au Gabon. Oui. Le coup d'État du Gabon est passé comme une chose normale. Pourquoi est-ce que le coup d'État du Gabon passerait pour une chose normale? Un président qui était élu démocratiquement, qui a renouvelé son mandat de façon normale, et à qui la Constitution permet de briguer un troisième mandat, qui a eu le bénéfice de la déclaration de sa cour, les déclarations qui le font gagnant, et au lendemain de cette déclaration, ou même quelques minutes après cette déclaration des résultats, on vient le déposer. Mais la France ne dit rien, la communauté internationale ne dit rien. Ça, je quitte le cas de la CEDEAO, et on trouve presque c'est normal que ce coup d'État-là se passe. Et ça pose un problème. Je ne dis pas que c'est pas normal. Au contraire, je dis que c'est normal, mais je dis qu'il faut rester logique, il faut rester cohérent dans l'appréciation des choses. Nous voulons et ce coup d'État d'ailleurs montre combien il est difficile aujourd'hui d'apprécier le coup d'État. Parce que si on part sur la base des principes, tout coup d'État est à condamner. Oui, que ce soit un président malade, que ce soit un président fils de président, que ce soit un président commerçant, que ce soit un président LGBT. Par principe, tout coup d'État est à condamner. Mais quand vous regardez le volume de condamnation d'un coup d'État à un autre, ça prouve combien l'Occident même n'est pas sérieux. Et ça, il faut le souligner. Aujourd'hui, les populations les peuples prennent leur destin en main. Ils le prennent peut-être très mal. Possible. Mais ils prennent leur destin en main en soutenant ces militaires qui viennent un peu comme pour leur donner la possibilité de se libérer de pseudo-démocrates qui se révèlent plus dangereux que les pires dictateurs qu'on a connus auparavant. Dans cette effervescence populaire et tout, on entend bien le discours des panafricanistes. Et je me pose une question. Est-ce que autant le peuple, autant les panafricanistes, on comprend les enjeux de l'heure? Lorsqu'on dit, puisque oui, il faut tourner dos à nos anciens, comment on les appelle? Colonisateurs. Pardon? Les colons, les anciens colons, les colonisateurs. Voilà. Il faut tourner dos aux colons et tout. Et qu'on est prêt en même temps à faire, à aller dans des alliances avec le pseudo-colon aussi. Je me pose la question de savoir, est-ce que les communautés africaines comprennent les enjeux de l'heure, les défis pour l'Afrique? Il faut faire attention. Aujourd'hui, la politique à l'échelle internationale se caractérise par les rapports de force. On a vu en Ukraine ce qui se passe aujourd'hui. On a vu en Syrie ce qui s'est passé. On a vu un peu partout ce qui se passe. Nous sommes devenus un peu plus sauvages qu'avant. Plus nous nous modernisons, plus nous devenons sauvages. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, je l'ai remarqué. Donc, les rapports de force sont devenus aujourd'hui l'instrument de mesure de la puissance. Forcément que si, par exemple, il n'y avait pas la Russie, il y a des pays qui auraient disparu de la carte du monde. Forcément. Donc, la Russie, par la puissance de feu qu'elle représente aujourd'hui, commence à devenir le rempart. Ce que je trouve normal. Si le postulat d'existence, c'est les rapports de force, comprenez alors que les gens se tournent vers, peut-être, je ne dis pas que la Russie ferait mieux. Non, mais la Russie propose au moins une sécurité. En tout cas, une sécurité d'apparence. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation telle que c'est de la sécurité qui est question. Montrer ses muscles,
c'est avoir les armes les plus sophistiquées. Et combien de fois, je vais vous prendre un exemple simple. Vous prenez le cas de la République centrafricaine, où pendant longtemps, les, les Centrafricains n'avaient pas d'armes pour combattre les rébellions, pour combattre les groupes armés. Les militaires centrafricains s'entraînaient avec des bâtons et avec la bouche, produisaient les bruits d'acan par la bouche. Le président centrafricain se retourne vers la France pour demander une aide pour s'armer et la France refuse. Et c'est ça aussi les accords entre la France et ces colonies-là, où c'est la France qui dit combien d'armes vous pouvez avoir, combien de munitions vous pouvez avoir. Alors qu'entre-temps, nous sommes tous d'accord qu'il faut avoir des armes, des munitions pour se défendre. Donc, cette France qui non seulement ne vous protège pas, mais vous empêche d'acquérir sur le marché international les armes. D'accord? Et ce monsieur, dans la foulée, se retournant vers la Russie, sur la demande, bien entendu, de la France, qui obtient des armes. Vous pensez que dans un contexte où avoir des armes signifie être sécurisé, il va continuer à rester avec la France, il ne va pas rester avec la France. Il va chercher à se sécuriser. Même si après, on peut justifier la chose, dit que en réalité, c'est pour se sécuriser qu'il l'a fait. Mais c'était nécessaire à un moment donné. La Russie, aujourd'hui, passe pour le Messie. Pourquoi? À cause de la politique occidentale d'infantilisation de l'Afrique. Et ça, il faut le retenir. Il faut pouvoir le souligner. Et si les Occidentaux eux-mêmes n'ont pas compris, il va falloir, à un moment donné, qu'on leur dise, voici, c'est vous-même qui avez poussé ces régimes-là dans les bras de la Russie, et ça se passe très bien. C'est un procès d'intention fait à la Russie que de dire que la Russie fera pire que la France. La France a déjà fait, l'Occident a déjà fait. On connaît le niveau de la moralité de l'Occident en Afrique. Aujourd'hui, les Africains sont libres de nouer les alliances qui leur conviennent, d'accord, et de les expérimenter. Vous n'avez pas fait le bilan d'une alliance qui n'a pas encore existé. Alors, j'annonçais à l'entame de notre entretien que nous partirons de la situation dans la sous-région à la gouvernance au Bénin. Et déjà, avant de rentrer de plein pied dans la gouvernance au Bénin, est-ce que nous avons des raisons de penser que tout ce qui se passe dans la sous-région, en lien avec la posture que le Bénin a aujourd'hui face à tout ceci, pourrait avoir des conséquences? Oui, absolument. Est-ce qu'on court des risques? Mais il va avoir forcément des conséquences. Il y aura des risques il y aura des conséquences de déstabilisation politique. Et c'est absolument cela. C'est inévitable. C'est inévitable. Parce que au cas où les dirigeants actuels béninois seraient en train de l'ignorer, ils doivent pouvoir savoir qu'aller en guerre au Niger implique que les Nigériens infiltrent le système politique béninois, arment des personnes contre le Bénin. C'est tout à fait normal, c'est une guerre. La guerre ne reste pas seulement sur le théâtre de la guerre, ne reste pas seulement sur le théâtre de conflit. Il y a des effets. Si vous êtes un président, si un pays vient déstabiliser mon pays et que je n'ai pas les moyens de le déstabiliser de la même façon, je trouve des moyens plus insidieux pour le déstabiliser. C'est logique, c'est humain. Donc, forcément que cette conséquence-là, nous aurons à faire face à cette conséquence-là. C'est un risque, c'est un gros risque. Dont il faut tenir compte. Mieux, quand les armes vont traverser les frontières qui vont aller là-bas, dans un état de guerre, il y aura toujours des armes qui vont entrer au Bénin. Ça, il va falloir que les gens en pensent, que les gens pensent à ça. Il y aura forcément des armes qui ont servi à ce conflit-là, qui vont se trouver au Bénin et qui vont certainement opérer dans des cadres que nous n'allons pas pouvoir maîtriser ou que les politiques béninois ne pourront pas maîtriser. Et c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, qu'on soit gagnant ou perdant dans un conflit armé, n'est pas forcément une garantie de sécurité. Non, pas du tout. Un conflit armé, tant qu'on peut l'éviter,
sur autrui, ça nous protège. Il y a des pays qui ont connu des conflits. On a vu comment les armes ont circulé après. Ouvrir le conflit aujourd'hui, un foyer de tension au Niger, forcément, nous aurons ces effets-là sur la politique. Parce que justement, des gens aujourd'hui qui veulent bien faire des coups d'État, et c'est normal, hein, qu'on veuille faire des coups d'État, c'est tout à fait normal, et qui n'ont pas d'armes, vont à travers cette intervention-là trouver des armes pour faire des coups d'État dans tous ces pays-là, vous verrez. Pour les dates, vous verrez ce qui va se passer. Si jamais le conflit s'ouvrait effectivement. Vous êtes oiseau de mauvaise augure. Peut-être. Ceci étant, mais vous verrez ce qui va se passer. Ça va se passer très mal pour le président. Et ça va d'ailleurs accélérer si la peur de connaître le même sort que Bazoum peut justifier les positions, les diverses positions que nous trouvons complètement vraiment regrettables, hein, au sein de la classe politique au sommet de l'État. Si ça pouvait être vraiment la cause, mais les conséquences vont être plus dramatiques. Les conséquences vont être beaucoup plus dramatiques. Nous allons espérer et les coups d'État vont s'accélérer. Nous allons espérer que ça reste juste des risques. Espérons. Oui. Alors, au Bénin, nous allons parler de la gouvernance de Patrice Talon. Je pense que nous sommes à moins de 3 ans de la fin du mandat. Nous attendons la présidentielle 2026, qui sera marquée également par les élections générales et déjà les partis politiques, d'une manière ou d'une autre, s'affairent dans les antichambres. Nous avons des suscitations de candidatures. Nous avons déjà même l'opposition qui est en train de tirer sur la cloche, de tirer sur la sonnette d'alarme et tout. Est-ce que vous, en tant que critique politique, vous avez analysé tout ça? Oui, c'est normal. Il faut tenir compte du contexte politique actuel et savoir que, et je trouve d'ailleurs qu'il y a moins de remous, c'est très calme en ce moment, parce que nous savons que c'est un régime en fin de règne. Et les fins de règne sont souvent caractérisées par beaucoup de mouvements. Il y a une chose que moi j'ai constaté qui m'a beaucoup impressionné, c'est que les effets de fin de règne ne sont pas vraiment perceptibles au sein de la classe politique béninoise en ce moment, parce que il faut dire, hein, le régime de Talon a eu le mérite de mettre toute la classe politique sous comme réglé. C'est peut-être mauvais pour la démocratie, hein. Et puis c'est peut-être pas mon avis aussi sur. Ou que M. Patrice Talon est bon commandant à bord. Peut-être, mais les effets qu'on aurait pu constater, parce qu'on sait que c'est son dernier mandat et qu'il n'a plus le droit de briguer un autre mandat, on aurait pu voir de la transhumance, parce que l'échec du système partisan est visible aujourd'hui, hein, et les gens peuvent quitter un parti pour un autre, tel qu'on l'a vu déjà dans le passé. Mais il y a une certaine peur. Et ça se lit, hein. Il n'y a qu'à parler à les hommes politiques pour le remarquer. Il y a une certaine peur qui n'est pas mal. Oui, que j'apprécie. Une certaine peur qui fait que les gens ne font pas de grandes déclarations. Même quand ils ne sont pas contents, ils subissent. Et moi, c'est pas pour me déplaire en réalité. Vous pensez que tout ça augure de bons lendemains pour nous politiquement à l'horizon 2026? Parce que dans le même temps, il y a les plus courageux qui appellent à la candidature de M. Olivier Bokor, ami fusionnel de M. Patrice Talon. Ami fusionnel? Oui. Non. J'ai pas beaucoup d'éléments pour apprécier le fait. Bon, je vais rester sur vos déclarations et dire 2 choses. La première, si M. Bokor Olivier est suscité, c'est que forcément il y a quelque chose qui se prépare autour de sa personne. Mais sa candidature va forcément créer un autre problème. D'accord? Ça va créer, ça va sonner la fin du grand mariage qu'il y a eu
au sommet de l'État pour les deux partis, surtout les deux partis du chef de l'État, le PR et l'UP. En quoi vous pensez que ça sonnera le glas de ce mariage? Parce que il va bien falloir qu'il se positionne pour un parti politique. Parce que le système partisan, il est clair. D'accord? Pour être candidat, il faut être présenté par un parti politique. Monsieur Patrice Talon, pour les dernières élections, enfin pour l'élection présidentielle, a été porté par le bloc républicain et soutenu par l'Union progressiste. C'est possible, ça peut. Donc on peut utiliser le même stratagème, voilà. Pour, non, ça m'étonnerait parce que les deux partis oui. ont eu la faiblesse de dire dès le départ qui sont de la mouvance présidentielle. Bien sûr. Donc, que les deux partis soutiennent la candidature de Patrice Talon n'a rien d'extraordinaire. C'est normal, c'est un président en exercice autour de qui se crée une mouvance dans laquelle se reconnaissent les deux partis. Se reconnaissent les deux partis. Alors, le cas Olivier Boko est un cas différent. Olivier Boko n'est pas président de la République. Olivier Boko sera candidat forcément d'un parti politique. Et là, il faudra déjà qu'on dise de quel parti il est, à quel parti il appartient pour sa candidature. Auquel cas, il va falloir qu'il soit candidat d'un parti et le deuxième parti du chef de l'État, il n'y en a pas que deux. Il y a l'UDBN de Mme Claudine Afiami qui est là, qui est un parti de la mouvance aussi. Il y a Moël Benet, de M. Ayadji. Il y en a d'autres, j'espère. Hein? Non, je pense que c'est les quatre. Voilà, c'est les quatre de la mouvance. Donc, ces partis, pour continuer d'exister, vont forcément avoir leur candidat. L'UP, si c'est l'UP qui présente Olivier Boko, le BN va nous dégager forcément un candidat, parce que le BN ne peut pas soutenir un candidat autour de qui il n'y avait pas une mouvance au préalable, si ce n'est pas cohérent, si ce n'est pas logique. Alors, on va se retrouver en présence d'un pugilat entre deux partis politiques ou quatre partis politiques de la même mouvance, forcément, ou tout au moins deux. D'accord? Et si tous les partis s'entendaient pour choisir Olivier Boko, je ne serais pas contre, c'est pas mon problème déjà. Ok? Ça va marquer la fin de la liberté des partis politiques. Parce que Olivier Boko aura été candidat dans quelles conditions? Olivier Boko aura été candidat pour quel parti? Olivier aura été candidat au nom de quel principe partisan en vigueur au Bénin? Et quand vous aurez fini de répondre à toutes ces questions, vous comprendrez que Talon aura choisi son candidat, qui serait Olivier Boko, pour la continuité de ses actes, ce qui n'est pas mauvais. D'accord? Mais ça va être quoi finalement? L'indépendance du personnel des partis politiques. Parce que, autant ils sont ensemble, ça me donnerait qu'unanimement qu'ils veulent tous que l'œuvre entamée par Patrice Talon continue. Et puis, d'autres personnes peuvent se porter garant de la continuité par M. Patrice. Bien sûr. Enfin, de la continuité des actions de M. Patrice Talon. Exactement. Alors, par ailleurs, l'opposition béninoise, est-ce que dans ce schéma-là, plutôt très incertain, pour le moment, est-ce que vous pensez que elle détient les billes pour obtenir quelque chose en 2026? Il y a l'opposition au Bénin. Oui. Vous n'êtes pas sérieux, monsieur? Non, je suis tout à fait sérieux. Je ne sais pas s'il y a une opposition. Il y a une opposition au Bénin. Aujourd'hui, le Parlement est marqué par la présence du Parti des démocrates. Monsieur Assouba, il y a le Parti Mouvement populaire de libération, il y a le GSL, la Grande Solidarité républicaine. Il y a quand même des partis sérieux qui travaillent. Non, je pense qu'il faut être sérieux. Je pense qu'il faut être sérieux parce que quand on parle d'opposition, c'est tellement sérieux qu'il faut arrêter de désigner certains partis par ce vocable parce que ce faisant, vous dévoyez complètement le combat de notre personne
qui manifestent seulement de l'opposition au système en cours, mais qui n'ont pas qui n'ont pas les outils nécessaires pour créer un parti pour, pour exercer leur position. Quand l'opposition est obligée de se référer au président de la République ou au système en cours pour exister, il s'oppose à quoi? Et aujourd'hui, quand vous regardez l'opposition béninoise, elle s'oppose à quoi? Pour la plupart des gens, les plus visibles dans l'opposition sont opposants parce que, personnellement, ils ont quelque chose à gagner ou à perdre. Absolument. Donc, pour moi, ça pose un problème. Et vous verrez ce qui va se passer en 2026. Il y aura des gymnastiques qui vont vous sortir de partout. Vous verrez des choses qui vont se faire et se défaire, hein, à la veille de 2026. Forcément, le débat, on le fera encore, si vous voulez. Si je suis encore au Bénin, on fera encore le débat. Mais en attendant, l'opposition à l'échéance 2026 compte que pour du beurre, de vous à moi. Hein? Si l'opposition, si c'est ce que nous savons, que vous savez, que nous savons tous là, que vous appelez opposition, ben, tout va se jouer entre le président de la République et lui-même. Alors, nous faisons cette interview dans un contexte quand même socio-économique difficile. Socio-économiquement, les populations sont confrontées à la rareté du gaz domestique. Est-ce qu'on pourrait rapidement en parler, Monsieur Hassani? Donc, pour ce qui est du gaz, en ce moment, on y est tous confrontés. On ne sait pas ce qui se passe dans le pays. Effectivement, le gaz, il est rare. J'ai fait l'expérience directement il n'y a pas longtemps. J'ai acheté le gaz pratiquement à 10 000 francs, 9 000 et quelques. Je pense 10 000 francs moins 40 francs. Il n'y a pas si longtemps, il y a 3 jours. Et c'est que je l'ai vu. Je l'aurais acheté à 30 000 francs. Hein, si c'était possible. J'ai cherché avant de trouver. Donc aujourd'hui, je ne sais pas. Et vous voyez, je profite d'ailleurs de la question gaz pour parler de la communication du chef de l'État. La communication du chef de l'État, elle est très mauvaise. Elle est très mauvaise dans ce sens que cette communication a induit plein de spéculations autour de la question du gaz. Il a suffi seulement que le chef de l'État ait supporté l'intervention au Niger pour que des rumeurs nous annoncent que le gaz en réalité nous arrive du Niger et que c'est parce que le Niger a fermé que nous sommes tous aujourd'hui dans le baba. D'accord? Donc, il y a déjà cette question qui est là. Aujourd'hui, il va bien falloir qu'on nous explique. Mais la question du gaz, que moi, juste aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas. Vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, les 12 kilos de gaz, vous les avez à combien? À 5 200 francs. Vous allez au Gabon, les 12 kilos, vous les avez à combien? 5 900 francs. Vous allez à Lomé à côté, c'est à 5 000 et quelques aussi. Aujourd'hui, chez nous, le gaz officiellement est à 9 000 et quelques. Pour dire 10 000 francs, ça a doublé du prix. Mais ça a doublé. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ça, c'était avant la crise au Niger. Moi, je me rappelle que mes filles prenaient le gaz à 11 000 francs. Hein? Quand moi, je prenais à 5 200 à Abidjan à côté, mes filles prenaient ça à 11 000 francs à Calavi. Et quand j'en parle, je dis, mais il y a un problème. Nous n'avons pas un problème de frontières. Nous n'avons pas un problème d'acheminement de gaz vers le Bénin. Mais pourquoi est-ce que d'autres qui n'ont pas le gaz, qui ne produisent pas le gaz, sont capables de vendre leur gaz aux populations à 5 900, 5 200, toujours dans la fourchette de 5 000 francs, et que nous, au Bénin, on vend le gaz aux populations, on achète le gaz à 10 000 francs, ça pose un problème. La sortie du gouvernement qui a consisté à vouloir recadrer les opérateurs économiques qui spéculent autour de produits n'est pas convaincante. Cette communication n'est pas du tout convaincante parce que c'est à l'origine qu'il faut voir le problème, déjà. Pour ce qui est, ça c'est clair. On ne sait pas. Je dis aujourd'hui, il va falloir qu'on nous explique pourquoi est-ce que le gaz coûtait déjà cher à l'origine et que pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il n'y en a pas du tout. Hein?
Vous allez parler de spéculation, c'est vrai. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a tant de spéculation? Pourquoi est-ce que nous savons que le peuple béninois, que les Béninois utilisent beaucoup de gaz domestique pour la cuisine et qu'il n'y en ait Et pas que le pouvoir d'achat est quand même assez bas et qu'on n'a pas de gaz? Il va bien falloir qu'on nous explique. D'ici, moi, je ne pense pas qu'on puisse vraiment aborder la question de façon cohérente. Alors, Monsieur Hassani Assouman, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que vous avez un mot de fin à tout ça? Un mot de fin, oui, j'ai un mot de fin. Deux conseils au gouvernement. Un peu plus de sérénité dans la communication. Mon souhait, moi personnellement, c'est qu'il y ait un groupe de pression amical, capable de montrer la voie au gouvernement, parce que forcément, Patrice Talon n'est pas détenteur de la connaissance absolue au TNL. Ce n'est pas en fin de mandat qu'on installe un groupe de... Non, il faut, pression. parce que les déviances, on va les constater davantage à la fin du mandat. Vous savez, l'ivresse du pouvoir peut arriver à tout moment. Autant pour le partant que pour les autres autour, que même pour les autres qui sont en état de prédation, qui veulent prendre le pouvoir. Non, je crois que la communication au niveau du chef de l'État, il va falloir vraiment que ça s'améliore. Le gouvernement n'est pas obligé d'aborder toutes les questions. Le gouvernement n'est pas obligé d'intervenir sur toutes les questions. D'accord? Quand vous travaillez, parfois, quand le sujet est trop sensible, il faut savoir l'unité ou ne pas l'aborder du tout pour continuer à se donner plus de valeur. Mais en attendant, je pense qu'il y a du travail à faire sur la question. Merci d'avoir répondu à nos questions. Monsieur Hassani Assouma, je rappelle, vous êtes critique politiste, formateur des formateurs. Ça veut dire quoi? Formateur, je suis ingénieur formateur. Okay. J'ai de la formation d'ingénieur. Je suis spécialiste en ingénierie de la formation. Okay. Donc, je forme des gens pour qu'ils forment d'autres. Alors, vous êtes également juriste publiciste, vous êtes directeur général de Cadi International Group, opérant dans plusieurs États ouest-africains. Merci d'avoir répondu. Pas seulement ouest-africain. Ok, oui, oui, en Afrique. Bon, la précision est là. En Afrique. Merci. Parce que je suis quand même présent dans d'autres pays de l'Afrique centrale. C'est heureux de le savoir. Politique et géopolitique, mesdames, messieurs, merci de nous avoir suivis.